Le plaisir est pour moi de vous présenter ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Madame, Messieurs, bienvenue à la IN ce soir. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé la cérémonie couplée de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration, ENA en sigle. Des colonnes des militaires rwandais en renforcement des M23, la République démocratique du Congo dénonce une fois de plus les massacres d'une cinquante des civils dans les villages de Ruzere, Bichiche et dans les Marangara et Rutshuru. Le gouvernement congolais attire encore une fois de plus l'attention de la communauté internationale. Encore une fois, merci de suivre ce grand rendez-vous d'actualité sur Congo France Télévisions. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce mardi à Kinshasa, il a présidé la cérémonie du coupé de la sortie de la 8e promotion et du lancement de la 9e promotion de l'École nationale d'administration ENA. Suivez. L'ambiance était particulière au Fleuve Congo Hotel lors de cette session académique. Une cérémonie couplée à laquelle a assisté le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Tout a commencé par une photo souvenir avec les lauréats, alors qu'à l'auditorium du Fleuve Congo Hotel, la mise en place était terminée. Il s'agissait de la cérémonie de clôture de la 8e session Simon Kimbangu et d'ouverture de la 9e édition de l'École nationale d'administration. Dans son mot, Edi Mouika, DG de l'ENA, a souligné que sur 100 élèves qui ont été retenus sur base d'un concours, 99 ont terminé leurs 12 mois de formation et tous sont représentatifs de 26 provinces de la RDC. Quelques travaux de recherche réalisés par les lauréats ont été présentés et remis par la suite au président de la République. Prenant la parole à son tour, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a loué l'engagement du chef de l'État de porter haut l'éducation en RDC. La question de la formation des hommes et des femmes qui sont appelés à incarner l'autorité de l'État, votre autorité honore Lumumba et permet à la nation congolaise de regarder désormais l'avenir avec un peu plus de confiance. Jamais un président de la République dans notre pays n'est allé aussi loin dans cette détermination à porter si haut la cause des jeunes. Après ces discours très applaudis par l'auditoire, le chef de l'État a procédé à la remise symbolique des diplômes aux lauréats. Invité pour son mot, Félix-Antoine Tshisekedi a dit sa satisfaction. Ma présence en ces lieux vient traduire mon indéfectible attachement au programme de rajeunissement compétitif et qualitatif de notre administration, ainsi que ma volonté de doter notre pays d'un système administratif digne, efficace, exemplaire et répondant aux enjeux auxquels notre pays est confronté. La promotion en grade, tout comme le rajeunissement de l'administration publique, étant toujours corollaire à la vacance de poste, j'invite le gouvernement à poursuivre les efforts de mise à la retraite afin d'ouvrir des opportunités de carrière, tant pour les anciens fonctionnaires que pour les jeunes, comme ceux que nous honorons aujourd'hui. ENA est un établissement public sous tutelle du ministère de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation des services de l'État. Autre fait d'actualité en bref, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, porte à la connaissance de l'opinion que l'accréditation des témoins des partis ou regroupements politiques, des candidats indépendants, des observateurs
des observateurs nationaux et internationaux ainsi que des journalistes nationaux et internationaux pour les scrutins combinés du 20 décembre 2023 en République démocratique du Congo est prévu du 23 octobre au 5 décembre 2023 conformément aux articles 37 à 45 de la loi électorale 87 à 107 des mesures d'application de la loi électorale et la décision numéro 44/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines et municipales et locales. On va parler de la sécurité des colonnes des militaires rwandais en renforcement des M23. La République démocratique du Congo dénonce une fois de plus les massacres d'une cinquantaine de personnes, des civils plutôt, dans les villages de Runzere, Bichiché, Mangara et Rutshuru. Les gouvernements congolais attirent encore une fois de plus l'attention de la communauté internationale sur la nécessité d'agir. La République démocratique du Congo, en collaboration avec la MONUSCO, a enregistré toutes les entrées des troupes rwandaises dans la République démocratique du Congo. Ce sont les propos de Patrick Muyaya au cours d'un briefing tenu ce mardi à Kinshasa. La cité de Tondo, comme vous pouvez le voir sur la route de Kalingera, nous avons reconnu les tenus, les armes ainsi que les munitions qui ont été réquisitionnées pour faire cette opération macabre. Et ce soir, le rapport de nos différents services renseigne que plusieurs compatriotes ont été massacrés, une cinquantaine. Les maisons ont été brûlées, le village de Runzenze a été touché, le village de Bichiché, le village de Marangara. Et toutes les maisons, comme je le disais tout à l'heure, ont été brûlées et des Congolais ont été à nouveau tués par ces troupes rwandaises-là. Vous pouvez voir le type d'armes qu'ils ont notamment amené dans leur corps pour semer la mort et la désolation. Le gouverneur militaire a saisi la mission conjointe de vérification comme de coutume et nous espérons que très rapidement les décisions seront prises pour que ces troupes quittent immédiatement le territoire de la République démocratique du Congo, parce que comme vous le savez, sur le tour du président de la République, nous ne résiderons pas sur un seul moyen pour défendre à la fois l'intégrité de notre territoire, mais aussi nos compatriotes innocents qui sont tués et massacrés parce qu'il y a des appétits que nous connaissons bien du côté du Rwanda. Le gouvernement congolais reconnaît que le mandat de la force de l'EAC n'est pas rempli. Ce sont les propos du ministre des Affaires étrangères au cours d'un briefing conjoint avec le ministre des Médias et de la Communication, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya à Kinshasa. Le gouvernement congolais insiste sur le départ de la force de l'EAC dès le 8 décembre prochain. Suivez. Pour nous, le mandat de l'EAC se termine au plus tard au mois de décembre. Il n'est pas question que l'EAC reste. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'auparavant, au mois d'août, la même réunion a eu lieu, d'abord avec le chef d'état-major des forces des pays membres de la communauté, et ensuite les ministres de la Défense. On avait convenu 24 août au 24 septembre, le M23 doit se résigner à aller au pré-cantonnement et au cantonnement. S'il arrive le 24 et que cela n'est pas fait, l'EAC doit forcer. Si l'EAC ne force pas, pour nous en fait, toutes les options sont ouvertes. Ils sont réunis, ils ont constaté que l'EAC n'a pas accompli son mandat. Au prochain sommet des chefs d'État, la question sera abordée et parce que nous, la RDC, nous avons réussi à faire modifier l'article 26.b du statut du SOFA
Et nous avons introduit qu'à la demande de la RDC, le sommet des chefs d'État peut soit modifier, soit proroger, soit mettre fin au mandat. Et lorsque on met fin au mandat, il faut déterminer des modalités de retrait. C'est ce qui va se faire. Croyez-moi, parce qu'on a donné à l'EAC le temps de démontrer que sa force est venue pour soutenir les efforts internes, parce qu'on n'a jamais dit que la force de l'EAC va faire le boulot seul et que nos forces armées vont regarder. Ce sont des forces. Direction l'Assemblée nationale, depuis un certain temps, il circule sur les réseaux sociaux que les élus nationaux réclament leur paiement des arriérés. Christophe Mbosoko Diampuanga, président de l'Assemblée nationale, a décrété un huis clos ce mardi à l'Assemblée nationale pour calmer les esprits. Dans la même occasion, le président de la Chambre basse du Parlement a profité pour démentir ces rumeurs. Suivez. Pour calmer les esprits, l'autorité morale du CRD, Christophe Mbosoko Diampuanga, un homme sage et intelligent, président de cette chambre basse du Parlement congolais, a même décrété un huis clos afin d'échanger avec les députés nationaux. Il a ensuite affirmé qu'il n'y a pas d'arriéré des salaires. A reporté dans les réseaux sociaux que les honorables députés réclament 3 mois d'arriéré de salaire. Vous allez lire ça vous-même, alors qu'il n'y a pas d'arriéré de salaire ici. Nous nous sommes réunis en huis clos pour des dispositifs pratiques pour notre départ en congé. Voilà. Il n'y a pas d'arriéré de salaire ici. Aucun député ne réclame 3 mois d'arriéré de salaire. Voilà. Des esprits malveillants, voilà comment. Donc faisons attention à tout. On va parler des infrastructures. Lancement, c'est mardi 24 octobre 2023 dans la ville de Goma par les ministres d'État, ministres en charge des infrastructures et travaux publics, les travaux de construction du poste frontalier de la petite barrière de Goma au nord Kivu entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plus de détails avec cet élément. Projet de facilitation du commerce dans la région de Grand Lac que le lancement de ces projets de construction du poste frontalier de la petite barrière à Goma par le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Alexis Guissaro, a eu lieu. Celui-ci précise que ces travaux ont connu un retard par rapport à d'autres coins suite à quelques aléas. Il est de noter que le poste frontalier de la petite barrière de Goma n'avait pas été construit dans la phase initiale du fait que le fonds de contrepartie nécessaire à l'indemnisation des personnes affectées par ce projet n'a pas été disponibilisé à temps au niveau du site de construction. C'est pourquoi, en date du 1er juillet 2022, un accord de financement additionnel a été signé entre le gouvernement et l'Association internationale de développement pour une enveloppe de 23 millions de dollars américains en vue de l'indemnisation des personnes affectées par le projet occupant, ainsi que la construction des infrastructures frontalières à la petite barrière, ce qui a permis une reprise du projet de la petite barrière de Goma. La Banque mondiale financière de ces projets veut voir les travaux se terminer avant la fin du mois de juin 2024. J'exhorte la cellule et l'unité de coordination du projet à assurer un suivi rigoureux et effectif des travaux pour qu'avant le 30 juin 2024, nous retournons ici ensemble pour célébrer avec les Gomatriciens l'inauguration de ces nouvelles installations, de cette petite barrière moderne. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, à travers Maître David Kamoua, représentant du gouvernement militaire, précise que ces projets, une fois achevés, présentera plusieurs avantages pour la province. Les relations commerciales et économiques entre nos États ont aujourd'hui un plus grand potentiel.
Et nous devrions être capables d'utiliser ce potentiel avec le travail qui sera rendu dans les infrastructures frontalières modernes qui seront érigées ici. Ce qui va, à coup sûr, contribuer à l'amélioration de la transparence dans la gestion et éviter la corruption ainsi que les tracasseries. Soulignons que cette cérémonie a eu lieu en présence de plusieurs couches sociopolitiques de la province. On va parler de la guerre de l'Israël et Gaza. Le secrétaire général des Nations Unies a dénoncé les violations claires du droit humanitaire à Gaza et réclame un cessez-le-feu humanitaire immédiat devant un conseil de sécurité toujours divisé au 18e jour de la guerre entre Israël et Hamas. Plus de détails. C'est une ONU affaiblie et divisée qui s'est de nouveau affichée ce mardi malgré l'urgence humanitaire dans la bande de Gaza. Pour le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, la priorité est à la cessation des hostilités. Je suis profondément inquiet concernant les claires violations du droit international humanitaire que nous voyons à Gaza. Soyons clairs, aucune partie dans un conflit armé n'est au-dessus du droit humanitaire international. Pour apaiser cette souffrance immense, faciliter la distribution de l'aide de façon plus sûre et faciliter la libération des otages, je répète mon appel à un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Des propos qui ont suscité la colère du ministre israélien des Affaires étrangères. Eli Cohen a opposé une fin de non-recevoir à toute idée de trêve après avoir égrené les noms d'enfants et de bébés retenus en otage par le Hamas. Abigail, 3 years old. Tell me, what is a proportional response? Que serait une réponse proportionnée face au meurtre de bébés, au viol de femmes, à la décapitation d'enfants? Comment accepter un cessez-le-feu avec quelqu'un qui a juré de vous tuer, de vous détruire entièrement? Comment? Autre passe d'armes entre le représentant israélien et le palestinien Riyad al-Maliki, qui a adopté un ton plus sobre pour dresser la longue liste des victimes palestiniennes. Les massacres en cours, perpétrés délibérément, systématiquement et sauvagement par Israël, la puissance d'occupation contre la population civile palestinienne sous occupation illégale, doivent cesser. Le Conseil de sécurité a le devoir de les arrêter. L'échec continu de ce Conseil est inexcusable. À l'origine d'un nouveau projet de résolution immédiatement rejeté par la Russie faute d'un appel au cessez-le-feu, les États-Unis ont adressé une nouvelle mise en garde à l'Iran, signe peut-être de l'inquiétude croissante des Occidentaux face au risque d'embrasement régional du conflit. Toujours dans les mêmes chapitres, l'aide humanitaire à Gaza, selon l'ONU, c'est une goutte dans un océan des besoins. Suivez. Au compte-gouttes, l'aide humanitaire entre dans la bande de Gaza. 8 camions seulement ont pu entrer ce mardi, en tout 50 depuis samedi, alors que l'ONU estime qu'il en faudrait au moins 100 par jour pour subvenir aux besoins de la population gazaoui. Le programme alimentaire mondial évoque des goulots d'étranglement dans l'acheminement de l'aide. Je pense que les fournisseurs ont des stocks, moins de 2 semaines de stock, mais ils en ont. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas en mesure de livrer les magasins à cause des infrastructures endommagées et de l'impossibilité de se déplacer d'un endroit à un autre. L'aide acheminée jusqu'ici peut subvenir aux besoins de quelques dizaines de milliers de personnes, alors que la bande de Gaza compte 2,4 millions d'habitants, dont près de la moitié ont été déplacés par le conflit. L'Agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens a déploré que certaines denrées livrées ne sont pas utilisables, faute d'eau pour les faire cuire. Elle a averti qu'elle devrait cesser ses activités mercredi soir, faute de carburant. Même inquiétude du côté des hôpitaux, qui fonctionnent à l'aide de générateurs. Comme tout le monde le sait, tous les équipements des services de soins intensifs et de chirurgie fonctionnent avec de l'électricité. Et si on n'a plus de carburant, nous condamnons les patients en soins intensifs à une mort inévitable. Selon le ministère de la Santé du Hamas, 40 centres médicaux ont déjà cessé de fonctionner.
De son côté, l'armée israélienne accuse l'organisation islamiste au pouvoir à Gaza de détourner les stocks de carburant des agences humanitaires. Le carburant n'entrera pas dans la bande de Gaza car le Hamas a utilisé l'essence pour ses infrastructures militaires. Le carburant que le Hamas a volé à l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens doit être récupéré pour le donner aux hôpitaux. L'ONU a plaidé mardi pour une meilleure coordination de l'aide humanitaire, insistant notamment sur le grand besoin de matelas et de couvertures à l'approche de l'hiver. Revenons en RDC pour parler du sport. Nouvelle défaite pour l'association sportive Vita Club qui a été abattue à un score de 2-0 par Maniema Union. C'est mardi 24 octobre 2023 au stade Joseph Kabila à Kindu. En ces matchs joués au stade Joseph Kabila de Kindu, l'association sportive Vita Club a enregistré une nouvelle défaite face à Maniema Union. Leader du classement dans les groupes B, Maniema Union a réussi à s'imposer grâce aux réalisations de Jafte Kitambala à la 21e minute de jeu et de Masiala à la 70e minute. Début de saison difficile pour les clubs de Kinshasa qui ont enregistré une troisième défaite en 7 matchs du championnat national Linafoot. Les hommes de Raoul Chungu avaient déjà été battus par les Dauphins Noirs à domicile avant de s'incliner encore dans un derby de Kinshasa face à DSMP. Cette série de défaites continue à indigner plusieurs supporters de Vita Club qui réclament le départ de la présidente de coordination, Bestine Kazadi, à qui l'on reproche d'avoir raté les recrutements. C'est par cet élément que nous bouclons pratiquement les rideaux de la présentation de ces grands rendez-vous d'actualité. Un grand merci à l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle. Derrière la caméra, je vois Christian Loleka et à la régie finale, Christian Touré-Mukendi, sans oublier Dani Kibulungu à la montage. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement. Madame et messieurs, cette édition est terminée. Bonsoir chez vous.